Bonsoir Alexandre, bonsoir dans cette soirée de l'industrie du rêve. Euh, Tu es à Los Angeles, dans tes bureaux? Je suis maintenant à Los Angeles et quand nous avons enregistré cet entretien pour l'industrie du rêve, j'étais encore à Paris. Je pars là dans quelques heures. D'accord. Alors, tu es un des rares cinéastes français à avoir réussi à faire carrière à Hollywood. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie au départ, hein? L'envie, c'est sûr. J'ai toujours un petit peu rêvé de ce cinéma américain qui m'a donné envie de raconter des histoires. J'ai grandi en écumant un petit peu tous les vidéoclubs de France et de Navarre à la recherche de tous ces films des années 70, 80, films américains de genre qui étaient des jaquettes avant d'être des expériences de films. Et c'est vrai que le cinéma américain a toujours été pour moi extrêmement attrayant dans ses thèmes, dans ses espaces, dans sa mise en scène, dans ses acteurs. Il y avait quelque chose qui me touchait particulièrement. Et, euh, et j'ai toujours eu envie de raconter ces histoires-là, mais je pensais pas que ce serait possible. C'est vraiment quand on a fait avec Greg Levasseur Haute Tension, c'était pas du tout avec l'intention de De d'obtenir conquérir le une sorte de public américain. exactement ni de d'avoir un passeport pour aller en Amérique, mais c'était vraiment un hommage honnête, humble à tout ce cinéma qui nous avait un petit peu fait peur et fait rêver en quelque sorte. Donc c'était vraiment une démarche de d'hommage plus qu'un un appel aux Américains. Et ce qui s'est passé par la suite avec le succès d'Haute Tension à Sundance, à Toronto, et puis quand le film est sorti aux États-Unis, on s'y attendait pas. C'était absolument pas prévu. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? On t'envoie des projets? Bah, en fait, ça commence vraiment avec une présentation à Toronto de haute tension où avec Greg on part là-bas en se disant voilà tiens on va profiter, ça va être marrant, on va voir des films et puis c'est un peu l'Amérique Toronto même si c'est le Canada Vous et êtes dans donc les Midnight Madness, là, le programme des Midnight Madness le soir? exactement en projection de minuit, on s'y attendait pas et puis on se disait peut-être on reviendra avec une vente DVD du film. Voilà, on ne s'attendait à rien de plus. Et tout d'un coup, la projection s'est emballée. Tous les distributeurs se sont un petit peu bagarrés pour obtenir les droits du film. Et à la fin de ce festival, le film était vendu à Lionsgate, qui allait le sortir sur plus de 2000 écrans aux États-Unis. Et on avait signé avec des agents américains qui étaient William Morris. Et à partir de là, on a commencé à recevoir des scripts. Alors, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que tu as réussi à garder tes principaux chefs de poste. C'est-à-dire que tu as toujours ton scénariste, Grégory Levasseur, mais tu as toujours aussi ton chef-op, Maxime Alexandre, et ton monteur, Baxter. Là, c'est aussi une force parce que tu les as amenés de France et c'est des appuis sur les tournages. Comment c'est perçu par les Américains, ça? Bah justement, ça vient encore de la colline des yeux. On a réussi à imposer ça sur la colline. On a réussi à leur imposer aussi un lieu de tournage où on a tourné la colline des yeux au Maroc, pays que je connais bien, dans lequel j'avais déjà tourné plusieurs films. Ils avaient un petit peu peur au départ. Finalement, ils se sont laissés convaincre parce que la valeur ajoutée était énorme là-bas comparée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et c'est vrai que ça nous a permis de garder nos chefs de poste. Le succès du film nous a permis de répéter la même chose, de continuer sur Mirror, sur Piranha, sur P2, sur Maniac, sur Horns, de toujours travailler avec une équipe qui s'est enrichie film après film d'autres personnes, des Américains aussi. Mais c'est vrai que de garder un groupe de fidèles, ça permet finalement quelque part aussi d'occuper le terrain et de ne pas laisser la place à comment dire à une prise de pouvoir par un studio ou par un producteur qui voudrait un petit peu comment dire reprendre le contrôle du film. Alors, tous tes films, finalement, se retrouvent être soit des remakes, soit des adaptations. C'est un choix, c'est un hasard, c'est plus facile à monter. Alors c'est malheureusement c'est-à-dire que les scénarios originaux qu'on a écrits, il y en a quelques-uns, mais c'est plus difficile à monter parce qu'aujourd'hui l'industrie hollywoodienne est un petit peu quand même dirigée par le marketing et évidemment un titre qui est déjà connu est toujours beaucoup plus facile comment dire, à distribuer, à sortir. Alors, est-ce que tu dirais que tu abordes tous ces films américains avec une French touch? Il y a un esprit, je pense, européen,
je dis européen parce que je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont arrivés en Amérique et qui ont, dans leur manière de faire des films, qui partagent un petit peu le côté un petit peu satirique qu'on peut avoir quand on regarde l'Amérique vue d'Europe. Je pense évidemment Paul Verhoeven ou bien même Roland Emmerich, qui, même s'il est dans le cadre très commercial, il y a toujours une sorte d'ironie sur cette Amérique qui dépeint dans ces énormes films catastrophes. Il y a un côté, je pense qu'on s'amuse à voir cette Amérique en danger, attaquée par ce qu'ils ont créé dans les collines, ou bien attaquée par ces poissons préhistoriques libérés par un tremblement de terre. Il y a un côté, il y a un amour et en même temps une fascination de cette Amérique, de cette American Way of Life avec laquelle moi j'ai grandi. Quasiment tout le monde a grandi dedans parce que c'est un petit peu cette culture hégémonique américaine. Mais derrière, il y a ce sens critique. On voit l'Amérique d'une manière un petit peu différente, on voit ses travers, on voit son hypocrisie, on voit son double langage, et on a envie d'en parler dans les films, et on a envie que les films ne s'arrêtent pas simplement à une histoire efficace qui va faire peur, mais aussi qui va raconter un petit peu quelque chose sur le monde d'aujourd'hui, et surtout sur cette Amérique d'aujourd'hui. Et alors, l'histoire de Maniac, alors, ça vient comment? C'est Thomas Langman, au départ, qui achète les droits du remake? Alors en fait, vraiment l'initiative de Maniac, moi, Maniac, ça a été un de mes films qui m'ont le plus marqué, qui m'ont vraiment le plus influencé. Je veux dire que j'ai vraiment été jusqu'à rendre hommage à Maniac d'une manière extrêmement forte dans Haute Tension. On a refait toute la scène du métro, des toilettes du métro de l'original de Maniac, et refaite plan par plan dans Haute Tension. Avec Greg, on a même fait les mêmes graffitis sur la porte. Il y avait marqué Margaret dans l'original pour les gens ce soir qui vont regarder l'original. Vous allez voir, il y a marqué Margaret sur une des portes des toilettes. On a fait exactement le même graffiti dans Haute Tension. Et pour moi, c'était un film voilà, parfait, culte, parce que Joe Spinell, parce que cette mise en scène, ce suspense, ces scènes qui durent, ce côté presque Brian De Palma de pulsion qui est développé comme ça. J'adore ça, moi, ce suspense comme ça qui a été créé pour Maniac. Et puis évidemment les effets spéciaux, maquillage de Tom Savini qui sont vraiment novateurs à l'époque. Donc je voyais pas du tout l'intérêt de faire un remake au départ. Et c'est vraiment après avoir vu Haute Tension qu'on a commencé à en parler avec Thomas Langman, qui lui aussi adore le cinéma de genre, qui avait découvert à l'époque Maniac en salle et qui commençait à être obsédé par l'idée de refaire ce film-là. Et je lui ai dit, écoute, vraiment, c'est un film parfait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Et il a fait venir Bill Lustig à Paris, et puis on a commencé à en parler. Bill avait vu Haute Tension, avait vraiment aimé, avait apprécié l'hommage. Il appréciait aussi le fait que je citais Maniac dans tous mes interviews et tout au long de la promotion d'Haute Tension comme l'influence majeure du film. Et il m'a dit, voilà, moi j'aimerais vraiment le refaire aussi, mais je voudrais trouver quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui pourra respecter, qui je sais respectera l'essence de ce qu'on a voulu faire à l'époque. Et voilà, donc avec cette pression, on s'est mis à réfléchir avec Thomas à comment on pourrait adapter, comment on pourrait faire un nouveau Maniac aujourd'hui en 2013 qui ait une raison d'exister. Et pour moi, l'évidence, c'était de ne pas essayer nécessairement de refaire le même film et de trouver un concept. Et ce concept, ça a été la caméra subjective. Le concept, ça a été de revenir un petit peu ce qu'on avait fait un petit peu sur le remake de La Colline des Yeux, c'est-à-dire d'expliquer un peu plus les origines, de revenir un petit peu sur d'où vient Frank Zito, pourquoi les mannequins, de répondre un petit peu, de remplir un peu les blancs qu'avaient laissé Bill Lustig et Joe Spinell dans l'original, et de développer une histoire qui pourrait s'appréhender, se regarder d'une manière très différente de l'original. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux films, et c'est vraiment très bien ce soir de pouvoir aller voir les deux, parce que je pense que c'est deux films très différents, même s'ils racontent la même histoire, mais c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas en compétition.
Parce que l'autre grand choix, c'est d'avoir pris un acteur directement séduisant, qui est Elijah Wood. Ce n'était pas le cas de Joe Spinell, qui est un acteur sublime, qu'on a tous adoré. Ouais. Mais, je veux dire, une jeune femme va pas forcément vers Joe Spinell. Bah, Alors qu'Elijah... c'était aussi une des grosses différences avec l'original, c'était évidemment le choix du casting et on pouvait pas, c'était impossible de trouver l'équivalent de Joe Spinell. Je veux dire, physiquement, le côté ogre. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire des serial killers en général, il y a vraiment les ogres, Émile Louis, le personnage de Frank Zito de Joe Spinell, et puis il y a le côté un petit peu plus torturé, le côté un petit peu Anthony Perkins de Psychose, le côté Terrence Stamp du Collectionneur, le côté plus séduisant, plus presque romantique. Et c'est ça qui nous a intéressé dans le personnage à l'écriture. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'écrivait pas pour un Joe Spinell, mais qu'on écrivait vraiment pour quelqu'un qui allait nous séduire aussi. Et c'est vrai que Elijah Wood a été un choix très tôt dans le développement du film comme étant la meilleure personne pour jouer cet Anthony Perkins, ce Norman Bates d'aujourd'hui. Mais lui, il n'avait pas peur de casser son image du Hobbit. Ah bah lui, Elijah, c'est un énorme fan de cinéma de genre. Il vit pour le cinéma de genre, alors qu'on, vraiment pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît, mais le cinéma de genre d'une manière absolue. C'est vraiment un énorme geek là-dessus. Et, euh, et en fait, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, justement pendant un festival euh, de films d'horreur, est venu le voir, l'a approché, il lui dit voilà, ils sont en train de refaire Maniac, donc il a une petite réserve, comment, pourquoi refaire Maniac, scandale. Et puis derrière, ils veulent tout faire en caméra subjective. Ah, ça a piqué son intérêt, et puis il faudrait que ce soit toi qui joues le rôle, mais on va pas te voir. Et là, ça l'a vraiment. Alors là, pour le coup, il était. Ces gens sont malades. Et on s'est rencontrés et il a tout de suite compris et il a été absolument génial. Il a vraiment été. On a tourné ce film en 23 jours et il a été là de chaque minute du tournage. Il n'a pas manqué, je pense, un plan parce que c'était important pour lui, même si on ne le voyait pas à l'image, qu'il soit aux côtés de Maxime Alexandre, le directeur de la photo, pour cadrer ses plans en caméra subjective, pour être en amorce avec sa main, ça a été vraiment pour lui, c'était très important. Il a vraiment été l'âme du film du début à la fin. Et qu'est-ce qu'a pensé Bill Lustig du film alors? Alors, Bill est venu sur le tournage, et des fois, il y a des signes comme ça assez incroyables. Il est venu sur le tournage et il m'a montré une gourmette qu'il avait autour du poignet. C'est une gourmette que lui avait offert Joe Spinell après le premier Maniac. Et sur cette gourmette est écrit le début de la date du tournage de l'original. Et il se trouve que par un hasard incroyable, nous avons tourné les deux films, et nous avons commencé à tourner les deux films avec plus de quasiment 22 ans d'écart, le même jour. Exactement le même jour, je crois, pour être exact, le 23 ou le 24 novembre. Et c'était magique. C'était tout d'un coup de voir Bill sur le tournage, le premier jour de tournage, qui nous montre ce signe. C'était un petit peu d'avoir de lui et puis surtout de Joe Spinell avec nous. Et alors, dernière question sur Maniac, pourquoi l'as-tu pas réalisé toi-même? Alors c'était à l'époque, quand le projet a commencé, moi je commençais le développement d'un film que j'espère pouvoir faire très vite, qui est Cobra, le pirate de l'espace, qui est quelque chose qui est extrêmement connu en France, mais malheureusement pas assez connu en Amérique. Et donc on a commencé l'écriture, et c'est vrai que j'étais à fond dans le développement de ce film-là, donc je voulais pouvoir continuer à développer, pouvoir porter ce film de la meilleure manière possible, et en même temps, je voulais pouvoir produire Maniac, donc c'était voilà. Mais il se trouve que j'ai été finalement présent du début à la fin de toute la préparation, à la fin du montage, à la post-production, et j'étais là tous les jours. Et c'est vraiment un film que je pense qu'on a fait tous en collaboration. C'est vraiment un travail d'équipe entre justement Baxter, Maxime Alexandre et évidemment Frank Calfoun qui a fait un travail formidable avec la réalisation de ce film, mais on l'a fait tous ensemble. Oui, qui avait déjà réalisé Deuxième sous-sol.
qui avait déjà réalisé Deuxième sous-sol, qui avait travaillé avec moi sur La colline à des yeux, qui avait aidé au montage de La colline à des yeux, qui avait été aussi un acteur dans Haute Tension. Donc c'était vraiment quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps et dont j'admirais le travail et qui était à mon avis la meilleure personne pour pouvoir réaliser ce film. Ouais, donc c'est vraiment l'illustration de ce que tu nous as dit tout au long de cette soirée, avoir des gens à soi dans la production, dans la réalisation, et comme ça, bah, temporiser et pouvoir regarder la main sur le projet, quoi. Et puis c'est toujours plus amusant de travailler avec ses amis. Merci beaucoup, Alexandre. Bah merci, merci. Et puis bonne soirée. Et puis là, vous allez, je crois que maintenant on va regarder Maniac l'original. Voilà, donc c'est un Bah bon écoute, moment. voilà, excellent moment. Moi, je le regarde encore et encore et encore. J'adore ce film. C'est un film génial. À bientôt. Merci à tous.